ne fait pas de poulet sans casser des oiseaux. La nouvelle vidéo des militants L214 qui circule depuis quelques jours sur Internet montre l'intérieur d'un abattoir de poulet en France. Une fois de plus, l'association entend dénoncer les conditions d'abattage. Le romancier Jean-Baptiste Delamo a quant à lui mené l'enquête au contact de ces militants de L214 qui intriguent autant leurs sympathisants que leurs détracteurs. Bonsoir Jean-Baptiste Delamo, merci d'être avec nous. Merci. L214, une voix pour les animaux, c'est donc le titre de votre livre aux éditions Artaud, préfacé par Brigitte Gauthier qui est également avec nous. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes la fondatrice de l'association L214, donc vous êtes aussi la porte-parole, il me semble. Voilà, une des cofondatrices et une des porte-paroles. Oui. Votre préface donc du livre de Jean-Baptiste Delamo. Tiens, on va commencer avec vous, Jean-Baptiste Delamo. Comment passe-t-on de l'écriture d'un roman à celui d'un livre sur la défense de la cause animale, en l'occurrence sur les coulisses de cette association L214 ? Effectivement, c'est une démarche assez différente de celle qui me guide quand j'écris un roman. J'ai envisagé ce travail-là tout d'abord parce que j'étais déjà sympathisant de l'association L214, sensibilisé à ce combat-là, et puis que j'avais envie aussi de comprendre comment est-ce que cette association s'était construite, comment est-ce qu'elle avait développé une stratégie qui était parvenue à porter ses fruits, à parler à tant de mes concitoyens, et puis de retracer aussi à la fois l'histoire de l'organisation et les parcours de militants qui se sont questionnés et qui ont remis en question l'exploitation des animaux. Alors justement, dites-nous qui sont ces militants, parce que pour les détracteurs des militants de L214, je vais les citer, des bobos, des punks à chiens, ce sont parfois leurs termes. Qui sont ces femmes et ces hommes ? Je crois qu'on est très loin dans la réalité de ces clichés qui sont véhiculés par les détracteurs de l'association. Ce sont des hommes et des femmes qui sont animés par un idéal de justice, et de justice pour tous, qui souvent viennent de parcours militants, engagés dans des actions humanistes, humanitaires aussi, dans diverses associations, et qui en sont venus véritablement à questionner la légitimité d'un système d'exploitation des autres êtres vivants et des animaux. Brigitte Gauthier, L214 s'est fait une spécialité, je le disais, dévoiler l'intérieur de ces abattoirs ou d'élevage industriel à coups de vidéochoc. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour cette méthode ? En fait, on s'est rendu compte que la petite phrase « il faut le voir pour le croire », elle était tout à fait vraie, notamment en ce qui concerne justement toutes les filières agroalimentaires, celles qui concernent justement la façon dont on obtient la viande, le lait, les œufs, et on pourrait aussi parler des animaux aquatiques, les poissons, etc. Et c'est une réalité qui nous est cachée habituellement. C'est-à-dire que quand on veut vous vendre un morceau de viande, on ne vous dit surtout pas que c'est le cadavre d'un animal, dans quelles conditions cet animal a vécu, comment il a été transporté et comment il a été tué, comment cette fin a été absolument violente et cruelle de toute façon, même si ça s'est bien passé selon la réglementation. Donc il fallait pour nous montrer cette réalité, mettre les cartes sur la table finalement, mais avoir l'intégralité des cartes. Parce que quand on en parle, simplement, quand on distribue un tract, on nous dit oui, mais c'est pas en France ce que vous décrivez, c'est pas maintenant, c'était il y a 50 ans. Alors que là, c'est précis, c'est localisé. Alors que là, c'est précis, c'est localisé, on vous dit exactement. Mais comment faites-vous ? Parfois, vous êtes dans l'illégalité en mettant par exemple des caméras cachées. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez ? La fin justifie les moyens ? Alors, c'est rare. La plupart du temps, c'est vraiment des personnes qui travaillent à l'intérieur de ces lieux qui nous permettent d'obtenir ces images. On a vu avec le témoignage, par exemple, de Mauricio Garcia Pereira sur l'abattoir de Limoges, sur l'abattoir de Houdan. Par contre, la personne qui avait accès aux abattoirs avait un problème pour fixer la caméra dans cette nacelle qui descend dans la fosse au gaz dioxyde de carbone. Et là, effectivement, Sébastien, un des cofondateurs de l'association, est entré et s'est fait arrêter, effectivement, en train d'aller rechercher cette fameuse caméra. Image qu'on a vue au mois de juin, qu'on a diffusée, de cette agonie des cochons, de cette asphyxie pendant de longues secondes, où on voit qu'on n'est absolument pas sur un endormissement, comme on a pu le lire dans les médias, mais vraiment dans une asphyxie vraiment violente. Alors L214, le nom de votre association, c'est en fait un article du Code rural qui en 1976 a pour la première fois inclus et déclaré que les animaux étaient doués de sensibilité. Donc pour vous, là, on est clairement dans l'illégalité ?
Alors cet article, voilà, il dit ça, les animaux sont des êtres sensibles, et il dit aussi que les animaux doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Est-ce qu'on peut juger aujourd'hui que des poules élevées dans des cages, ça respecte les impératifs biologiques de leur espèce? Est-ce que des truies enfermées dans des cages, avec leurs porcelets qui peuvent juste venir téter par les côtés, est-ce que ça, c'est respecter les impératifs biologiques de l'espèce? Est-ce que séparer un veau de sa mère pour prendre le lait, pareil pour les agneaux avec les brebis, est-ce que ça, c'est respecter les impératifs? Jean-Baptiste Delamo, vous avez adhéré à L214. Oui. Vous, outre ces vidéochocs, quelles sont les actions des militants que vous côtoyez donc forcément? Alors effectivement, ce travail d'information, il est nécessaire. Ça passe par le fait de montrer une réalité qui est parfois difficile, voire insoutenable à voir. Mais l'association développe aussi des actions d'information, notamment liées aux alternatives végétales, pour permettre aux gens de comprendre comment est-ce qu'on peut s'alimenter différemment, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de nécessité nutritionnelle à manger, à continuer de manger les animaux. Donc il y a tout un accompagnement pédagogique aussi qui est proposé et qui est nécessaire. Et puis l'association donne aussi la possibilité aux citoyens d'agir face à ces vidéos, d'interpeller des politiques, de demander la fermeture d'un abattoir, d'avoir un recours pour s'engager. Même si on n'a pas encore fait le pas, même si on n'a pas choisi de devenir végétarien, on peut se dire oui, je vais réagir face à ces images-là et essayer d'engager quand même un changement. Alors vous engagez dans votre livre le débat sur nos habitudes de consommation et notre rapport avec les animaux. Comment changer les choses justement? Ça viendra des citoyens qui modifieront leur régime alimentaire. En gros, ces industriels ne modifieront rien tant que le citoyen, lui, ne changera pas? Je crois que s'il y a une demande différente, les industries s'adapteront. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'émergence de produits et d'alternatives végétales sur le marché. Ces industries-là, elles sont attentives à ce que demande le consommateur et elles réagissent en fonction. Donc effectivement, je pense qu'une partie du changement viendra de la modification de nos habitudes alimentaires. Et puis aussi, il faut n'avoir de cesse d'interpeller nos politiques. Parce que bien évidemment, sur des questions de législation, sur les questions de respect du droit des animaux, il y a aussi toute une partie du combat qui doit être menée par nos instances politiques. Une question peut-être sur vos autres actions. On le dit, alors je précise que vous êtes 29 000 quand même aujourd'hui, 29 000 adhérents. Oui. Très présents sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est quasiment 700 000 likes. Enfin, personnes qui vous suivent, pour ne pas dire followers. C'est plus que toutes les autres ONG qui travaillent dans votre secteur, hein, notamment Greenpeace France, il me semble, ou autres. Vos autres actions, elles se passent essentiellement sur Internet ou est-ce qu'elles se passent aussi différemment dans la rue, auprès des gens? Elles se passent partout, en fait. Effectivement, dans la rue aussi, on a des actions. On a un réseau aujourd'hui qui est fort d'à peu près une quarantaine d'antennes. Alors, un réseau qui s'occupe de faire des actions de rue, mais on a aussi le réseau Vego Resto avec ses ambassadeurs qui vont démarcher les restaurateurs pour leur proposer de mettre une option vegan friendly à la carte. Donc les encourager justement à proposer cette alternative, puisque aujourd'hui le principal frein finalement à la modification de notre alimentation, c'est les habitudes. Et les habitudes, on arrive facilement à les modifier quand c'est simple de le faire. Et donc si vous avez des restaurants qui proposent, vous allez avoir ça. Après sur Internet, effectivement, on est aussi très actif pour diffuser des idées. Puis on vient de lancer le Veggie Challenge, où déjà 15 000 personnes se sont abonnées. C'est un programme en 21 jours, justement pour découvrir, être accompagné sur un changement d'habitude, là aussi avec quelques petits tuyaux tout simples. Alors vos détracteurs vous accusent de porter un coup à une filière déjà en difficulté, c'est celle des éleveurs notamment. Que répondez-vous à cela ? Notre combat, il n'est absolument pas contre les éleveurs, ni même les abatteurs. On se rend bien compte que pour eux, c'est difficile, mais ce n'est pas difficile depuis l'arrivée de L214, c'est difficile depuis très longtemps. Dans les années 60-70, il y a eu ils ont décidé d'industrialiser l'élevage pour répondre à une demande au départ, avec une production massive qui a fait qu'on a enfermé, entassé les animaux de plus en plus d'un côté, mais qu'on a aussi supprimé bon nombre de paysans et on a vraiment industrialisé tous les outils. Il y avait à peu près 8 millions, je crois, d'éleveurs, d'agriculteurs dans les années 50. Ils sont 500 000 aujourd'hui. Donc, même si le monde devenait vegan demain matin, et malheureusement pour les animaux ce ne sera pas le cas, ça ferait bien moins de dégâts
que la filière elle-même s'en est fait toute seule. Donc ils ont vraiment scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement engager ce changement, voir avec un regard différent les animaux. Et du coup, ce changement de regard nous pousse à les considérer vraiment comme des individus à part entière et à chercher comment on peut cohabiter avec les animaux au lieu finalement de simplement les dominer de façon absolument comme si vraiment c'était juste des objets qui n'ont aucune valeur. Des individus à part entière, vous direz qu'ils ont une âme. Il y a des questions qui font débat. Vous n'êtes sans doute pas un spécialiste de la question, mais quel est votre regard à ce sujet? Je n'ai pas d'avis sur la question de l'âme, je n'en ai pas plus sur la question de l'âme chez les êtres humains. Ce qui me semble être une certitude aujourd'hui, parce que c'est prouvé scientifiquement, c'est que les animaux sont capables de ressentir de la douleur et des émotions. À partir de là, quand on a acquis cette connaissance, qu'on l'a reconnue, ça nous engage à repenser effectivement ce lien que nous entretenons avec les animaux et bien évidemment à remettre en question l'exploitation des animaux. Il faut aujourd'hui les considérer comme des individus à part entière et les traiter comme tels et leur donner des droits comme cela le sous-entend. Sans ce rapport de dominant à dominé. Merci beaucoup Jean-Baptiste Delamo. L214, une voix pour les animaux, édition Artaud, préface signée Brigitte Gauthier qui était également avec nous. Merci également à vous. Merci.